À vous, Sornona Tambaye, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Nous en sommes à la deuxième partie de votre émission Soir d'info et comme convenu, nous sommes avec le professeur Aboukane, il est économiste. Bonsoir professeur. Bonsoir cher. Alors comment vous allez? Ça va et vous? Très bien, alhamdoulilah. Merci. Alors, nous parlons de l'expo universelle de Dubaï avec donc le Sénégal qui est invité d'honneur à cet événement planétaire, même mondial, vais-je dire. Alors, quelles peuvent être les retombées sur le plan économique pour le Sénégal? Il faut d'abord rappeler que l'exposition universelle, c'est un rendez-vous à la fois économique et diplomatique qui permet aux pays qui y vont de présenter les atouts et les opportunités qui peuvent attirer des investisseurs. Donc, en termes de retombées économiques, on peut avoir plusieurs aspects, des aspects économiques et des aspects diplomatiques. Okay. Pour cet événement-là, Expo de Dubaï, il y a un thème qui a été décliné, à savoir connecter les esprits et construire l'avenir, avec des sous-thèmes, durabilité, transport, opportunité et mobilité. Donc, les pays vont essayer de présenter les différents projets qu'ils ont déroulés ou qu'ils ont l'intention de dérouler pour pouvoir avoir des partenaires. Et il y a aussi les innovations technologiques qui se passent dans les différents pays qu'on expose. Il faut avec voir notamment le projet Smart Sénégal par exemple. Voilà, il faut voir l'exposition universelle comme la foire. C'est une foire mondiale. En fait, les gens connaissent bien la foire internationale de Dakar. Ici, c'est nous qui organisons à Dakar et les autres viennent. Alors, l'avantage de cette exposition de Dubaï, ou l'exposition universelle d'une manière générale, c'est que c'est beaucoup de concurrents qui viennent à la fois. Donc, les investisseurs peuvent faire des choix très rapides. Et chaque pays a, disons, l'opportunité de montrer les atouts qui pourraient convaincre les investisseurs pour venir au Sénégal, par exemple, plutôt que dans un pays. Alors, à votre avis, le Sénégal, qu'est-ce qu'il a à démontrer ou alors à montrer à ces investisseurs pour qu'ils viennent très rapidement investir chez nous? Bon, le Sénégal a fait beaucoup de progrès en matière d'infrastructure et a aussi des besoins d'investissement en matière d'infrastructure. C'est ce qui fait que donc il y a le DG du port même qui a signé des conventions avec des partenaires parce qu'il y a le port de Ndayane et même il y a d'autres ports secs. Ensuite, il y a les zones économiques spéciales qui sont là qui ont pour objectif d'attirer des investisseurs à qui on donne des facilités d'investissement pour qu'ils viennent investir dans des secteurs qui sont choisis à l'avance, comme l'agrobusiness, le secteur médical et autres. Donc là aussi, c'est une opportunité pour montrer tous ces projets-là. Il y a aussi les projets sur les autoroutes et autres qui sont là au Sénégal, pour lesquels on a aussi besoin d'avoir des partenaires. Et en dehors des grands projets de l'État, il y a aussi les entrepreneurs sénégalais qui peuvent avoir des opportunités d'affaires dans ce genre d'exposition, parce qu'il y a ce qu'on appelle le B2B, donc les accords qu'il peut y avoir entre différentes entreprises. Il y a même les B2C, c'est-à-dire entre les entreprises et des particuliers. Donc tout ça, c'est pourquoi d'ailleurs on amène à la fois des gens de l'administration et des gens du secteur privé, et ainsi de suite. Donc, et même des jeunes entrepreneurs qui y vont pour présenter leurs petits projets qu'ils ont, qui ont besoin d'être soutenus pour aller de l'avant, mais il faut convaincre les bailleurs. Donc, quand vous allez à ce genre d'exposition, vous savez, le Sénégal avait fait ce qu'on appelle le groupe consultatif. On était allé à Paris, mais c'est seulement le Sénégal qui était allé pour présenter ses projets dans le cadre du PSE. Mais là, il s'agit d'une forte concurrence voilà, mais avec d'autres pays qui viennent aussi. Voilà, la différence, c'est quand vous allez dans un groupe consultatif comme ça, les investisseurs peuvent venir vous écouter. Mais ils vont encore voir, par exemple, le Burkina, ils vont aller voir la Côte d'Ivoire avant de faire leur choix. Mais à l'exposition universelle, tout le monde y est. Donc, vous pouvez comparer les différentes opportunités et vous pouvez obtenir des investissements
plus rapide. C'est ça donc l'intérêt de ça. Donc le Sénégal a beaucoup de choses à montrer du point de vue donc, des différents travaux et des différents projets sur le tourisme, l'infrastructure, l'agriculture. Mais là, carrément, ça parle de macroéconomie. Alors, quel peut être l'impact direct sur, disons, le citoyen lambda sénégalais? Oui, si par exemple, je donne un exemple très simple, si vous développez des infrastructures routières et ferroviaires au Sénégal, vous savez que ce sont des investissements lourds qui coûtent très cher, que l'État ne peut pas supporter tout seul. Donc l'État a besoin d'avoir des partenaires pour cela. Une fois que ces projets sont réalisés, dans l'exploitation, on a aussi besoin de soutien. Et lorsque vous parvenez à convaincre beaucoup d'investisseurs qui viennent soit pour participer au financement, soit dans l'exploitation, il y a forcément des retombées parce que déjà, ça améliore le bien-être des populations. Parce que si vous avez plus de routes, plus d'autoroutes, vous avez un autre port à Ndayan, vous avez d'autres infrastructures, vous développez l'agriculture au Sénégal ou l'agrobusiness, forcément, ce sont des Sénégalais qui vont y travailler. Et si je reviens sur le plan des zones économiques spéciales, par exemple, toute entreprise qui viendra s'installer a certaines obligations en matière de création d'emplois et autres. Donc tout ça, ça va quand même avoir des retombées sur ce que vous appelez le Sénégalais lambda. Maintenant, il faut voir, dans les schémas de financement, il y a plusieurs options possibles. Il peut y avoir plusieurs offres et il appartient à chaque pays de voir les offres qui l'arrangent le plus par rapport aux conditions, ainsi de suite, les durées, s'il s'agit de prêts, ainsi de suite. Et par rapport aux prévisions, à quand peut-on s'attendre véritablement, en ce qui concerne bien entendu les retombées plutôt, à quelle échéance par exemple, dans un moyen ou long terme? Oui, pour certains types d'acteurs, il peut y avoir des retombées immédiates. Par exemple, les jeunes entrepreneurs qui sont dans la délégation sénégalaise et qui ont préparé des projets innovants qu'ils ont présentés et peut-être qui ont pu convaincre certains, ça, ce sont des retombées immédiates pour eux. Ils vont avoir tout de suite des partenaires qui vont les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets. Il y a aussi des retombées à moyen et long terme pour certains investisseurs, pour certains acteurs du secteur privé, mais aussi pour l'État du Sénégal. Parce que les gens peuvent être convaincus, mais ce n'est pas forcément sur place qu'ils vont... Il faudra une procédure... Voilà. Même si les accords sont signés sur place, ce n'est pas le lendemain que les fonds vont arriver, etc. Mais le simple fait d'avoir convaincu des investisseurs, ça quand même, c'est déjà quelque chose. Pourquoi je disais à l'entame que c'est un rendez-vous à la fois économique et diplomatique, parce qu'il y a un volet diplomatique qui fait que chaque pays essaie aussi de vendre la destination Sénégal et puis essayer d'accroître son influence dans le monde, parce que vous savez que maintenant le monde est interconnecté et les gens essaient d'identifier là où il y a les meilleures opportunités d'investissement et là où il y a la stabilité, là où il y a la paix, ainsi de suite. Donc chaque pays va mettre en avant ses avantages comparatifs par rapport aux autres et maintenant c'est aux investisseurs de choisir en fonction des objectifs qu'ils se sont fixés. Par rapport à l'échelle sous-régionale, à quel niveau vous situez le Sénégal sur le plan économique? À l'échelle sous-régionale, on sait que si on prend le cadre de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, le Sénégal c'est la deuxième économie après la Côte d'Ivoire, du pays, après la Côte d'Ivoire, qui est quand même la plus grande économie. Mais surtout par le cacao. Voilà, par le cacao, mais aussi la Côte d'Ivoire a une économie assez diversifiée qui essaie de se hisser au plus haut sommet. Bon, le Sénégal aussi fait de grands progrès depuis quelques années du point de vue économique, même si sur le plan social, des fois, il y a des problèmes que les gens peuvent souligner. Mais ça, les économistes comprennent bien ce processus parce que ce n'est pas parce qu'il y a une croissance forte, etc., que l'année suivante, ça se ressent. Parce que très souvent, on en parle, les chiffres, on ne les bouffe pas. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de milliards, de millions, entre autres, mais
Voilà, le seuil de pauvreté, il est encore là, constaté par les Sénégalais qui vivent quand même des moments assez difficiles. Oui, bon, vous savez, les économistes s'entendent sur le fait que pour avoir vraiment des retombées palpables sur les citoyens, il faut avoir sur au moins une dizaine d'années des taux de croissance proches de 10%. C'est-à-dire avoir des taux de croissance de 8%, 9%, 10% sur au moins 10 ans. Ou bien 8 ans, 9 ans, ça dépend. C'est des projections alors? Des pays. Non, ce ne sont pas des projections, c'est une réalité. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les économistes comprennent pourquoi dans certains pays on enregistre des taux de croissance et en même temps on voit que la pauvreté reste une réalité. Parce que la pauvreté est élevée dans tous nos pays. Nous, par exemple au Sénégal, les récents chiffres de l'ANSD ont sorti un taux de pauvreté d'à peu près 38%. Et cela a fait mais c'est beaucoup. Ouais. Lorsque vous êtes dans une population... Il y a aussi des polémiques par rapport aux chiffres, parce que juste après aussi, une autre étude a été commanditée par l'État du Sénégal, qui semble avoir apporté, disons, la contradiction par rapport à l'ANSD qui avait publié donc ce rapport. Bon, en réalité, c'est un problème de lecture, mais il n'y a pas de contradiction. L'ANSD a dit que le nombre de pauvres a augmenté. Ça, c'est une réalité. Mais en même temps, le taux de pauvreté a baissé. Le taux, c'est le nombre de pauvres rapporté à la population. Maintenant, on peut se dire que jusqu'à présent, même si le taux a baissé, il est à 38%. Ça, c'est élevé pour un pays où 38% de la population est pauvre. Ça, quand même, c'est une réalité. Et par rapport à tous les progrès économiques que le Sénégal a fait ces dernières années aussi, on peut dire que la baisse qui a été enregistrée est très faible. On aurait pu s'attendre à une baisse plus forte de la pauvreté. Alors, sur quel levier appuyer à ce niveau pour que véritablement que cela baisse davantage, comme vous le dites? Oui, il y a plusieurs leviers. Le premier levier sur lequel les gens vont appuyer et appuient déjà actuellement, c'est le levier agricole, mais ce n'est pas l'agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une large... On est encore à l'ère mécanique. Voilà, donc il faut moderniser l'agriculture et favoriser la transformation surtout des produits agricoles, ce qui est en train d'être fait, mais malheureusement, nous sommes dans un pays, le Sénégal et même dans la sous-région, nous sommes dans un environnement où il y a une forte concurrence des produits qui viennent de l'étranger. Donc les importations nous prennent encore beaucoup de sous et beaucoup d'énergie et les consommateurs semblent même préférer des produits qui viennent d'ailleurs. Donc ça, c'est un aspect qui est difficile à gérer comme ça par un État, même s'il y a souvent pour certains produits des mesures que l'État peut prendre pour faire des restrictions sur les importations à un certain moment pour permettre d'écouler les produits locaux, ainsi de suite. Mais on ne peut pas le faire pour tous les produits parce que la capacité de production même ne suffit pas pour pouvoir approvisionner tout le marché. Voilà, un débat fort intéressant, mais malheureusement, on est rattrapé par le temps. Je rappelle que nous avons comme invité le professeur Aboukane. Lui, il est économiste, donc c'est l'invité dans la deuxième partie de votre magazine quotidien. Il s'agit de votre magazine quotidien plutôt, Soir d'info, dont j'ai eu le plaisir de présenter. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end chez vous. Ciao.